Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est pour la toute première fois que la RDC prend part au 4e sommet du G20 Compact WIFE Africa. Ces sommets visent notamment à renforcer la coopération économique entre le continent africain et l'Allemagne. De détails dans le corps de votre journal. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 20 novembre, les efforts de la lutte contre la corruption que mène l'IGF ont été présentés comme l'une des grandes réalisations du premier quinquennat du président Félix Tshisekedi. On en parle toujours dans cette édition. Le message de quelques candidats à la présidentielle lors du lancement de la campagne électorale ont retenu notre attention. On y revient toujours dans les corps de ce journal, mesdames et messieurs. Voilà tout pour la vitrine de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal. Le 4e sommet du G20 Compact WIFE Africa s'est ouvert ce lundi 20 novembre à Berlin. Ce sommet auquel prend part pour la toute première fois la République démocratique du Congo vise notamment à renforcer la coopération économique entre le continent africain et l'Allemagne. Prenons la parole à cette journée dédiée à la promotion de l'investissement privé en Afrique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui représente les pays à ses assises, a souligné le principal raison pour lequel la RDC a adhéré à ces groupes. On l'écoute. Pour la question, Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je voudrais moi aussi à mon tour remercier le chancelier fédéral pour l'invitation qui a été faite à la République démocratique du Congo, mais surtout l'annonce dans son discours de l'adhésion de la République démocratique du Congo comme 13e pays membre du Compact africain. Cela vient rencontrer les efforts déjà fournis par notre pays dans les réformes, en tout cas grandement faites, pour améliorer non seulement notre cadre macroéconomique avec plus de transparence, mais surtout plus de mobilisation des recettes, ainsi que les réformes que nous avons au niveau de l'amélioration du climat des affaires, où nous voulons une fiscalité qui est compétitive, et nous y travaillons chaque jour. Ensuite, tout l'effort qui est fait dans l'investissement. Et donc, c'est pour nous vraiment avec une grande joie que nous adhérons à cette communauté. Voilà, dans le cadre du rajeunissement de l'administration publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé le dimanche 19 novembre au lancement du concours d'admission à l'École nationale d'administration ENA, qui a connu la participation de 10 300 candidats. Commentaire. Au total, 10 300 candidats pour 100 places à l'ENA prennent part à cette épreuve qui s'est déroulée le même dimanche et à la même heure à Kinshasa et dans le 26 provinces de la République. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, qui a lancé ces concours à partir de l'université protestante au Congo, a invité les candidats à travailler pour mériter l'accès à l'ENA. Ces concours est lancé conformément à la vision du chef de l'État, celle de faire de l'administration publique les socles du développement de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, il tient un rajeunissement qualitatif et compétitif. Nous sommes en train de travailler suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, pour essayer de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. Seul principe qui est ici démis, c'est celui de l'égalité. Ici, il n'y a pas des enfants d'eux, il n'y a pas des filles
fils d'eux, neveux, nièces d'eux. Il n'y a que les enfants de la République face à leur destin. Sur les 10 300 candidats, seuls les plus méritants seront retenus. En tout cas, l'organisation était impeccable. Il n'y a pas eu de frustration, nous étions très à l'aise. J'ai travaillé selon mes compétences et j'espère que tout ira mieux. Je remercie d'abord le ministre de la fonction publique ainsi que les directeurs de l'École nationale de l'administration parce que, en tout cas, moi personnellement, même sur le plan logistique, je suis vraiment satisfait. Il convient de souligner qu'à Kinshasa, l'épreuve s'est déroulée dans les sites de l'UPC et de l'USC. On va rester avec Jean-Pierre Liao. Bien avant cela, il a procédé au lancement depuis le week-end dernier du processus d'identification biométrique des agents publics à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. C'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, puisqu'il s'agit de lui qui a procédé à cette opération devant le maire de cette entité, une opération qui vise la maîtrise des effectifs et de masse salariale des agents publics. Suivez. En présence du maire de la ville des Kwango et du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a tenu à rassurer préalablement le chef des divisions de cette entité le bienfait de cette opération qui permet de maîtriser les effectifs et la masse salariale des agents publics. C'est en vue de doter au gouvernement congolais des moyens les plus efficaces pour assurer une bonne prise en charge des agents de l'État. Je voudrais rendre hommage à un homme qui a permis à ce qu'une vision soit mise sur la table. Parce qu'avec moi et le Premier ministre, il a fait un diagnostic sévère et a proposé un schéma qui nous permet aujourd'hui de regarder l'avenir avec un peu plus de confiance et de sérénité. Grâce à cette vision, qui voudrait que notre pays soit doté d'une administration digne de ce nom, qui soit à la hauteur de sa grandeur, mais aussi à la hauteur des enjeux actuels. Cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui suit pas à pas ce que nous sommes en train de faire au sein de l'administration publique. Nous avons levé l'option que rien ne peut se faire sans maîtriser les effectifs. Au cours de la même cérémonie, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a sensibilisé sur la nouvelle loi portant au régime spécial des sécurités sociales des agents publics de l'État. Cette loi qui est historique, qui est une loi essentielle, qui porte une réforme systémique et même existentielle, parce que toutes les catégories d'agents publics ayant été écartées lors de la première réforme sont désormais... Une réforme qui n'a pas laissé indifférent quelques agents présents à cette cérémonie. Il a demandé à tout le monde de bien travailler afin que le service de l'État ne soit pas pris comme auparavant. Maintenant, on a réformé et toutes les bonnes choses vont venir. Toutes les préoccupations relatives au portail numérique des agents et cadres de l'État, lancé depuis juillet dernier, ont été soulevées. D'un ministère à un autre, cette fois-ci, c'est pour parler du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, qui a procédé le week-end dernier à la pose de la première pierre pour la construction du centre de diagnostic multidisciplinaire et de la radiothérapie. C'est le site de l'Université de Kinshasa qui va abriter cet édifice. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Mariano, et du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moindo Nzangi. Commentaire de Juvette Mbelo. La pose de la première pierre de la construction du centre de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie a eu lieu ce week-end. C'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique qui a représenté le chef de l'État. Le ministre Gilbert Kabanda a saisi cette opportunité pour fixer l'opinion sur cet événement scientifique, politico-diplomatique. La matérialisation de cette œuvre grandiose s'inscrit dans les actions entreprises par le chef de l'État Félix Tshisekedi, alors aux commandes de l'Union africaine comme étant président de cette organisation continentale. La dotation de ce centre permet au gouvernement congolais de répondre à plusieurs objectifs. Je voudrais présenter un bref aperçu des infrastructures devant être érigées en ce lieu à la suite de la mise en œuvre du programme Rayon de l'espoir. Il s'agit d'une contribution au financement de la politique sectorielle, sanitaire, d'un montant global évalué à 35
de dollars américains, dont 18 millions reviennent au gouvernement de la République en termes d'infrastructures et environ 17 millions en termes de matériel et équipements pris en charge par l'AIEA. De son côté, l'hôte des marques du gouvernement de la République a promis de s'investir afin de contribuer au relancement du réacteur nucléaire congolais. Je viens de visiter le réacteur de recherche qui, depuis assez longtemps, est à l'arrêt. Et notre intention, c'est d'aider pour le relancer. Nous avons déjà mené, l'agence a déjà mené des inspections de sécurité, de sûreté, qui nous indiquent que la situation peut être réorganisée. Ainsi dit, ainsi fait, cette date du 16 novembre 2023 sera désormais inscrite en lettres d'or dans les annales du Commissariat général de l'énergie atomique. Vous devez également savoir que c'est depuis le 17 novembre dernier que la République démocratique du Congo a conclu avec la République des Zambie un accord du projet d'exploitation du poste frontalier unique au niveau de Tchaloué à Kasenga, dans le Grand Katanga. La délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo présente à Lusaka est non seulement revenue sur les implications de cet accord qui vont générer entre autres la réduction des arrêts commerciaux, du coût de transport et du temps de transit, mais surtout à saluer l'opérationnalisation de ces projets datant de 2012. On écoute à propos Romulus Kisambe, conseiller principal du Premier ministre. D'abord, c'est un sentiment de grande satisfaction qui m'anime parce que le projet a commencé en 2012. De 2012 jusqu'en 2021, aucun acte officiel n'a été posé. Et il n'y a pas eu une avancée significative sur le projet parce que justement les actes ne suivaient pas. Depuis l'accession du Premier ministre Samalukonde Kyenge à la primature, ce projet a été réactivé. Et finalement, il a commencé à avoir des actes d'État, en commençant par l'approbation du projet, du marché attribué à JED. Et puis finalement, le lancement officiel, les débuts des travaux, la signature de police agreement du côté de la RDC, la signature du police agreement du côté de la Zambie. Et aujourd'hui, finalement, on signe cet accord de gestion du poste frontalier de Tchaloué. Ce qui est aujourd'hui un dernier acte qui sanctionne la consécration de ces... À Lubumbashi, le bâtiment du 30 juin de Lubumbashi a vomi du monde à l'occasion d'un grand rassemblement organisé par le DG de l'ARSP Miguel Cachal autour de la nécessité de l'application de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo et ses retombées en faveur de l'économie nationale. C'est une grande salle de plénière du bâtiment du 30 juin sous un décor inhabituel. Des panneaux géants frappent à l'effigie du premier citoyen congolais qui dans son mandat soutient bras le corps la sous-traitance à travers le pays comme personne par le passé. À l'esplanade de ces bâtiments, le numéro 1 de l'ARSP bénéficie d'un accueil chaleureux jusqu'à son entrée dans la salle, déjà remplie comme un œuf. Les entrepreneurs, hommes et femmes, voire les startups, sont venus nombreux écouter le message du DG Miguel Katem Cachal, basé sur la vision du président de la République dans le secteur de la sous-traitance, dont il a l'énorme charge de rendre effective afin d'obtenir une réelle réduction de la pauvreté en créant la richesse au pays. Pour le DG Miguel Katem, cette lutte nécessite l'adhésion tous azimuts de la population congolaise en soutenant les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui se traduit notamment par les contrôles lancés dans les sociétés principales dans la province du Haut-Katanga. Désormais, la chaîne des valeurs de nos ressources naturelles, il n'a pas changé au Congo. Et nous allons nous impliquer à 1000%. Nous sommes déterminés pour changer les choses sur toutes les lignes. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Notre objectif est que parmi moi et Abba, qu'il y ait des multimillionnaires et des milliardaires congolais. Et je vous dis que c'est
Il faut dire que cette rencontre a permis à l'assistance d'avoir les informations supplémentaires en ce qui concerne les fonctionnements des activités dans la sous-traitance en République démocratique du Congo. De Lubumbashi à Kinshasa pour parler cette fois-ci des efforts de la lutte contre la corruption entrepris par l'inspection générale de finances tenue de main de fer par Jules Alinguetekei, qui ont été présentés comme l'une des grandes réalisations du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 20 novembre à l'hôtel Pullman de Kinshasa. L'objectif de la dite conférence était de vulgariser les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi pendant cette période de campagne électorale. On écoute Anissé Yomboranyama, l'organisateur de cette conférence. La lutte contre la corruption est devenue un véritable cheval de bataille pour le président de la République. Et cela se concrétise à travers le nouveau paradigme mis en place par l'inspection générale des finances, à savoir le contrôle a priori, le contrôle a posteriori et le contrôle concomitant. L'IGF a joué un rôle catalyseur dans l'implémentation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Grâce au comportement imperturbable, flegmatique et surtout intrépide de son inspecteur général chef des services, Jules Alinguete, cet établissement a tétanisé même les prévaricateurs les plus impénitents. Et tous les fossoyeurs qui voulaient transformer nos entreprises publiques à des pétrolières. Aujourd'hui, plus qu'hier, la transparence qui règne dans les entreprises publiques de la République démocratique du Congo a permis à notre pays de mériter l'estime de plusieurs États qui commencent à copier ces modèles. Coup de chapeau à l'IGF et à son inspecteur général chef des services, Jules Alinguete. La nation congolaise vous sera toujours reconnaissante. Comme vous le savez tous, la campagne électorale à tous les niveaux a débuté le 19 novembre sur toute l'étendue nationale. L'enjeu se situe plus au niveau de la présidentielle où le candidat à la course pour la magistrature suprême n'ont pas manqué de s'étendre sur leur vision. Le cas, à titre illustratif, de Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession qui a ouvert le bal à Kinshasa au stade de Martyr, c'est avant de poursuivre sa tournée dans le Congo profond. Il y a union sacrée. C'est l'heure des enjeux, le sifflet a sonné, chacun s'est mis en ordre de bataille. Plus question de douter, les élections auront bel et bien lieu. Pour le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, qui a réuni la population au stade de Martyr avec une énergie renouvelée, loin de son image taciturne de 2018, le président à sa propre succession a revendiqué une maîtrise des enjeux en pointant du doigt les obstacles rencontrés dans la réalisation de ses promesses électorales. Il a aussi dénoncé les candidats étrangers, les mettant en garde contre les tentatives de maintenir la nation dans l'esclavage. Parmi ses cibles directes, Félix Tshisekedi a pointé du doigt Paul Kagame, l'accusant de fomenter la violence dans la région du Nord Kivu. Martin Fayulu, qui a choisi Bandundu pour le lancement de sa campagne, il a maintenu la pression sur la question de la transparence électorale. Il a en outre vivement critiqué l'absence des publications de listes provisoires des électeurs. Il a par l'occasion incité ses partisans à exiger la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote, une manière pour eux de contrer toute tentative de fraude lors du scrutin du 20 décembre prochain. Monsieur Félix Tshisekedi, depuis qu'il a insulté
le pouvoir du peuple, il n'a jamais mis ses pieds ici. Kisangani était le choix du candidat numéro 3 de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Depuis le matin du dimanche 19, la permanence de son parti bouillonnait déjà du monde. Lui-même n'a pu atterrir que ce lundi 20 novembre. Il a déjà bénéficié du soutien de Matata Kikouni et Franck Diongo. Signalons que, pour d'autres candidats, ils ont préféré briller par leur silence, en l'occurrence le choix des dieux, le pasteur Abraham Ngalassi. En début de campagne plutôt timide, aux allures, comme s'il n'y aura pas élection. Puisque nous parlons des élections, restons-y. Bientôt, le déploiement des observateurs électoraux dans toute la province de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est venu annoncer la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au président de la CENI, Denis Kadima, ce lundi 20 novembre. Cette grande équipe est composée de 13 experts et 42 observateurs. C'est dans l'optique de se présenter auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qu'ont eu lieu ces échanges. Reçue par le président de la centrale électorale, la chef de la mission d'observation de l'Union européenne a fait part au numéro 1 de la centrale électorale du déploiement de ces observateurs électoraux dans toutes les provinces de la RDC. Donc voilà, je suis venue ici pour l'ouverture officielle, le lancement officiel de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Et nous sommes une équipe d'experts, 13 experts qui sont ici depuis le 6 novembre. Et on a une équipe d'observateurs et observatrices de longue durée, 42, qui vont être déployés dans les prochains jours. Et nous avons aussi, on aura au moment des élections, plus proches des élections, des observateurs et observatrices. Elle est également revenue à l'issue de leur entrevue sur les modalités de déploiement de ces observateurs. Il y aura donc 42 observateurs et observatrices de longue durée dans ces régions et on espère qu'ils partiront dans les prochains jours. Donc ça sera un très important élément de l'observation, évidemment. On aura aussi les experts électoraux et politiques et de médias qui travaillent ici sur place à Kinshasa, mais qui vont aussi voyager dans le pays, dans les régions différentes. Remercions le président de la CENI, Denis Kadima, pour l'accueil chaleureux. La chef de la délégation a salué la collaboration existante entre la centrale électorale congolaise et la mission d'observation de l'Union européenne. On va parler autre chose à présent. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'enfance. C'est là dans le but de promouvoir et de mettre en lumière le droit de l'enfant, conformément à la Convention internationale du droit de l'enfant. À l'occasion, la Ligue de la zone Afrique pour le droit des enfants et élèves, l'ISADEL, a appelé les autorités congolaises à s'engager davantage pour rétablir dans leurs droits tous les enfants désœuvrés, ceux qui travaillent dans les carrières minières et même le sans-abri. Divine Mwenderi Bemalata en parle dans ses commentaires. La promotion et le respect des droits de l'enfant ne doivent pas rester un simple idéal, mais doivent devenir une réalité portée par tous. C'est ce qui peut explicitement se lire du thème sous lequel est célébrée la Journée mondiale de l'enfant, à savoir pour chaque enfant tous ses droits. Cette journée donne ainsi l'opportunité de se rappeler des droits fondamentaux des enfants, à savoir l'éducation, la protection, la santé, pour ne citer que cela. Pour John Boambo, le directeur exécutif de la LISADEL, la responsabilité à faire valoir les droits des enfants revient aux parents biologiques, mais également à l'État. J'encourage tous les parents, que ce soit votre situation, des fortunes, d'handicap et quoi que ce soit, de prendre la responsabilité au lieu d'exposer les enfants à aller faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, par exemple, quand vous descendez dans un arrêt de bus, vous voyez les enfants qui vous demandent des choses, vous descendez à l'aéroport, vous voyez les enfants qui vous demandent des choses et tout. Approprié pour un enfant, c'est pas la rue, c'est pas aller commander, c'est pas aller mendier celui-là, mais c'est plutôt
aller à l'école et vivre sous le toit de leurs parents. Donc voilà, donc elle doit prendre des mesures appropriées pour soutenir tous les parents, n'est-ce pas, qui ont des enfants, afin que les parents à leur niveau puissent prendre les enfants en charge. Le respect des droits des enfants est fondamental pour son éducation et pour son avenir. On va prendre à présent Juvette Mbelou qui a fait les tours de quelques tabloïds apparus ce lundi 20 novembre à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue avec l'avenir qui titre « Le budget 2024 s'échiffre à plus de 40 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 24,9% par rapport à celui de 2023. » Le journal indique que le Sénat a, au cours d'une plénière marathon présidée le vendredi 17 novembre par le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, voté en seconde lecture le projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Sur 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, renseigne le journal, 83 ont pris part au vote, 81 ont voté par oui, 2 ont voté non et aucun sénateur ne s'est abstenu. Ce texte de loi, dont l'examen a été précédé par la tenue d'une commission paritaire Assemblée nationale-Sénat, est chiffré à hauteur de plus de 40 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 24,9% par rapport à la loi des finances de l'exercice 2023 chiffré à plus de 32 milliards de francs congolais. Au cours de son examen à la commission ECOFIN du Sénat, la Chambre haute a réussi à dégager des recettes additionnelles de 451 milliards de francs congolais, donnant ainsi une fois encore la preuve que cette institution joue bien sa partition dans la mobilisation des recettes de l'État. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité qui titre pour sa part « RDC, Félix Tshisekedi appelle au renouvellement de la confiance des Congolais pour parachever sa mission ». La consoeur indique que le Stade des Martyrs a reçu hier, dimanche 19 novembre, le premier présidentiable de 2023, candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, candidat numéro 1, a fait carton plein. Plus de 80 000 personnes arrivées de partout sous la bannière de différents partis de l'Union sacrée ont répondu au lancement de la campagne électorale pour un second quinquennat. Aux premières heures de la matinée, les voies conduisant au Stade des Martyrs étaient bondées de monde. Les fanfares agrémentaient cette descente vers le stade au rythme des chants et danses à la gloire du candidat numéro 20. C'est dans l'après-midi que Tshisekedi, ovationné par ce public, a foulé la pelouse du stade. Une véritable démonstration des forces avec plusieurs milliers de partisans qui ne pouvaient plus entrer étant donné que le stade était rempli comme un œuf. Candidat à sa propre succession, il a commencé par vanter son bilan notamment dans les secteurs de l'éducation avec la gratuité de l'école primaire, de la santé avec la gratuité des soins de maternité et du nouveau-né, des infrastructures avec le projet de développement des 145 territoires dans le cadre duquel plus de 1400 écoles et entre 800 et 900 centres de santé ont été déjà construits selon ces chiffres. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Place à présent au rappel de titres. On l'a dit que c'était pour la toute première fois que la République démocratique du Congo a pris part au 4e sommet du G20 Compact with Africa. Ce sommet qui vise notamment à renforcer la coopération économique entre continents africains et l'Allemagne de détail. Vous l'avez eu dans les corps de ces journaux. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 20 novembre, les efforts de la lutte contre la corruption que mène l'IGF ont été présentés comme l'une des grandes réalisations du premier quinquennat du président Félix Tshisekedi. Vous avez suivi sans doute ce point de presse au cours de ce journal. On est revenu également sur le message de quelques candidats à la présidentielle lors du lancement de la campagne électorale lancée le dimanche 19 novembre, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ce qui a constitué l'essentiel de votre journal.
Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, bon début de semaine à tous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.